Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier Sandra qui m'a poussé à présenter mes travaux. Je précise aussi en préambule que la signification des activités sur les sceaux d'époque classique ne concerne qu'une partie de mes recherches, alors que c'est un sujet en soi qui mériterait un doctorat à lui tout seul, voire plusieurs. Et l'ensemble de ce que je vais vous présenter n'a pas de prétention à l'exhaustivité ou à la généralisation. Alors les sceaux, c'est un type de source très particulier qui nécessite de considérer un certain nombre de précautions avant leur étude. D'abord, je dois renier mon titre. Ma présentation ne porte pas sur les sceaux, mais sur les matrices des sceaux. Sur le diaporama, vous avez un exemple entre la gauche et la droite. À gauche, vous avez la matrice et à droite, vous avez le cachet reconstitué. Ce qui m'invite à une différenciation de vocabulaire. La matrice, c'est ce qui fait la marque. Donc c'est souvent une gemme, donc une pierre précieuse, que ce soit sur une bague ou un collier, ou même une bague en or elle-même. Et donc ça peut servir également comme bijou et même parfois comme amulette. Ensuite on a le cachet, donc c'est ce qui est imprimé à différentes matières, l'argile, la cire, le bois. Et enfin l'empreinte, c'est l'image sur le cachet, donc c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. En Grèce classique, on n'a plus que les matrices, au contraire de l'âge du bronze ou de la Grèce hellénistique par exemple, où il y a de très nombreux sceaux qui ont été mis au jour à Délos, par exemple par Marie-Françoise Boussac, dont vous avez le nom dans l'exemplier. Pourquoi seulement les matrices? Parce que bien sûr elles sont moins périssables et aussi parce que ce sont des bijoux et donc ils sont préservés car précieux. Cette différence peut sembler nulle, mais pourtant elle présente certaines subtilités. La première de ces subtilités, c'est que la matrice est très colorée, ce qui fait écho au monde chatoyant de la Grèce ancienne. Cette couleur d'ailleurs qui est gommée par les photos, je vous en montre un exemple ici. À gauche vous avez le cachet restitué, plus au milieu vous avez la matrice, ensuite vous avez une photo en couleur qui vous permet de vous représenter cet aspect coloré. Et donc il faut bien se départir d'une vision d'une Grèce blanche et pure, vision qui est remise en cause aujourd'hui. Ensuite, et c'est plutôt l'important, le relief est inversé. Tout ce qui est en creux est en bosse et tout ce qui est en bosse est en creux, sur l'un ou sur l'autre. C'est d'ailleurs bien visible avec ce sceau-là. Vous voyez, tout à gauche, le cachet est en bosse, alors que la matrice, elle, est taillée, donc c'est une taille en creux. Ça a aussi comme conséquence que l'orientation est inversée. Vous voyez, là il s'agit d'un personnage dont on voit la main droite sur le cachet, alors que c'est la main gauche sur la matrice. Il faut bien savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et par rapport à cette orientation inversée, on a aussi la question de l'écriture, sur laquelle je ne m'attarde pas, mais là aussi je vous montre un exemple. Donc l'écriture est nécessairement d'un sens sur la matrice et d'un autre sur le cachet imprimé. Ce premier point sur les matrices est corrélé à un autre, c'est le fait que puisqu'on n'a que les matrices, on n'a pas le contexte d'utilisation des sceaux. On n'a que le contexte archéologique qui les a mises au jour, les tombes principalement. Et c'est très problématique puisqu'il y a de multiples possibilités sur lesquelles pouvait être placé un sceau. C'est d'abord des contenants, des portes, des coffres, des urnes, mais aussi des documents comme des lettres, des testaments, des contrats, des conventions, des sommations au tribunal. Et donc, vous voyez, l'usage premier des sceaux, c'est la fermeture. Il faut se départir de cette vision basée sur les sceaux médiévaux de l'identification, avec une lignée, un individu. On y reviendra. Mais surtout, c'est très problématique puisqu'on ne peut pas lier les motifs que je vais vous montrer au contexte d'utilisation. Par exemple, est-ce qu'il y avait plutôt un type de figure utilisée en lien avec des lettres, plutôt un type avec des coffrets à fermer, etc., etc. Et on pourrait peut-être se servir des sources littéraires, et c'est pour ça que je vous ai mis Aristophane. C'est le seul cas où on a un motif décrit, c'est-à-dire la description du motif d'un sceau dans un texte d'époque classique. C'est le cas donc de Démos par rapport au marchand de saucisses. Le Paphlagonien a inversé les sceaux. Vous connaissez le cas, donc il y a deux images différentes. Ces deux images, la feuille de gras de bœuf bien cuit et le goéland découvert haranguant sur un roc, ne sont jamais retrouvés sur les sceaux que je vais vous présenter. Donc vraiment, là, on est dans le cadre d'une création littéraire, et donc on ne peut pas se servir de ces textes pour comprendre le contexte. De la même manière que les inscriptions oraculaires de Delphes n'ont rien à voir avec les réponses de la Pythie chez Hérodote, les sources textuelles et archéologiques diffèrent largement pour les sceaux, et donc c'est problématique.
Ensuite, donc le troisième point de précaution, c'est que les matrices présentées ici sont celles recensées par Borman, vous l'avez dans l'exemplier. Cet ouvrage est très pratique et très facile d'accès, mais c'est une sélection. Et je vous ai mis une citation de Borman qui dit que les figures choisies sont représentatives des styles et des motifs, parfois représentatives avec une très large part de ce qui a survécu, mais on ne sait absolument pas de quel pourcentage, et donc on a beaucoup de mal à avoir une vraie vision de ce point. Donc c'est complété par d'autres ouvrages où j'ai pu trouver d'autres sources, je vous les ai indiqués en bibliographie, mais ça reste compliqué de voir la représentativité de ces motifs. Et enfin, la recension de Borman donne des dates, mais ces dates ne sont pas basées sur le contexte des sceaux, ils sont basés sur les motifs, donc par rapport au style. Or c'est justement les motifs que j'utilise, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque si on définit des traits particuliers, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on a choisi les sceaux pour ces dates-là, et non pas une caractéristique de l'époque. Bon là vous êtes en train de vous dire qu'on peut rien faire du tout avec cette source, tellement elle est particulière, tellement elle est lacunaire. On va quand même essayer, il faut juste partir du postulat que ceux qui ont fait des recensions que j'utilise, les ont bien faites, à la fois pour les choix et pour les dates. Par rapport donc aux sceaux et aux genres, pour commencer l'analyse du matériel sigillaire au prisme du genre, je voudrais aborder la question des propriétaires. Qui possède les sceaux? Dans toutes les références des textes qu'on a pour la Grèce classique, il s'agit d'hommes, principalement, souvent avec une autorité, des rois, des tyrans chez les historiens, des juges chez les orateurs. C'est aussi des gens qui ont de l'argent, des hommes riches, donc il est souvent question de testament, etc., donc de contrats. On ne trouve des évocations qui concernent les femmes que dans les tragédies. Ce sont la liste des passages que je vous ai donnés dans l'exemplier. Déjanire, par exemple, dans les Thrasydiennes, Phèdre dans Hippolyte, Hélène dans Oreste et Clyménée dans Phaéton, même si le passage là est plus complexe. Comment le comprendre? Est-ce en lien avec la réalité? Parce que ce sont des héroïnes, c'est difficile à comprendre. On pourra y revenir plus tard si vous le désirez. Moi, la problématique que j'aborde dans le cadre de cette intervention, c'est les sceaux représentent-ils des activités construites comme féminines ou masculines? C'est-à-dire, les motifs qui sont présents sur les matrices exposent-ils des activités spécifiques aux hommes ou aux femmes? Pour cette question, l'historiographie est assez simple, puisque avec toutes les difficultés que j'ai pu lister, personne ne s'est risqué à une telle étude. Je suis le premier à la mener, et je peux exposer rapidement les principes de cette analyse. D'abord, j'ai choisi toutes les scènes, donc c'est-à-dire pas de tête. Quand il n'y a que des têtes représentées, j'ai écarté de cette partie des sources. Toutes les scènes avec des personnages masculins ou féminins qui ne sont pas des divinités ou des créatures mythiques. Par exemple, Héraclès, qui est un homme avec une massue et une tête de lion. Là-dessus, on voit très bien le rapport. Une femme avec des ailes, qui peut être par exemple Niké, etc. Néanmoins, cette identification peut aussi poser problème. C'est le cas dans le sceau que je vous présente ici, où on a un personnage qui chasse. Or, Bisley identifie une poitrine et donc une femme, et son premier réflexe, c'est de dire, puisque c'est une femme, c'est une Amazone ou une héroïne. Ça ne pouvait pas être une femme, ce qui est relativement problématique pour notre étude, puisque ça veut dire que forcément l'identification fait évacuer le caractère seulement féminin. Là, c'est un cas extrême. Bien sûr, on a peu de cas de femmes qui chassent, et donc on peut aller dans le sens de Bisley. Mais je l'ai choisi pour que vous voyez bien le danger qu'il peut y avoir dans l'identification qui peut nous faire perdre des sources. Et de la même manière, à l'inverse, il y a toujours aussi un risque qu'un homme ou une femme que je vais traiter soit en fait une divinité ou une créature mythique qui n'ait pas été identifiée comme telle. Bref, on y reviendra. Le deuxième principe, c'est que puisqu'il s'agit d'une analyse iconographique, je vais passer par des séries. C'est le fonctionnement de base que peuvent recommander les gens qui travaillent sur les images. Je pense que ça va être particulièrement opérant, on le verra. Et enfin, je n'ai pas traité toutes les activités parce qu'il y en aurait beaucoup trop. J'en ai mis certaines de côté et il y en a quand même un grand nombre de celles qu'on peut retrouver. Tout d'abord donc, les activités associant des hommes et des femmes, des activités communes.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont peu nombreuses et il ne faut pas incriminer la petite taille des seaux parce qu'on peut tenir beaucoup de choses sur ces tout petits objets, on le reverra. Ces hommes et ces femmes ensemble, c'est d'abord des hommes et des femmes qui s'embrassent. Vous l'avez là, vous avez 4 seaux sur la gauche d'hommes et de femmes. La femme est sur les genoux de l'homme. Donc ils s'embrassent, on le voit en particulier avec les bagues qui proviennent de l'article de Bormann que vous avez dans la bibliographie. Et à droite, vous avez un homme et une femme qui sont debout et qui, là aussi, sont dans une scène très proche. Ce rapprochement amène à traiter des scènes érotiques, puisque c'est aussi un cas où les hommes et les femmes sont ensemble. Vous en avez 2 exemples ici sur la gauche de l'écran. Le troisième, ça a été identifié par Bormann comme Hadès et Perséphone, donc je le mets juste pour le montrer, mais pour l'évacuer. Et vous voyez, sur celui du haut en particulier, Biesler remarque que la femme porte un collier de perles, un bracelet, une boucle d'oreille, de petites chaussures même, qu'on peut identifier, et un foulard sur les cheveux. On peut ajouter les coussins et les pieds du lit ouvragés, tout est fait pour marquer une certaine richesse. En tout cas, vous voyez qu'il y a des scènes érotiques sur les sceaux. Ça peut paraître surprenant dans notre logique similaire, marqué au sceau, on pourrait dire, du Moyen-Âge, avec cette question de l'identification d'un individu ou d'une lignée que j'ai évoquée tout à l'heure. Il faut vraiment se déprendre de cette façon de voir. Les sceaux grecs n'identifient pas. Ils sont un mode d'expression, de narrativité, un espace restreint de figuration. Et là, on est en fort rapport avec les vases. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de scènes érotiques sur les vases, et notamment ces 2 coupes à figure rouge de Triptolémos. Donc là, on est dans le médaillon de ces coupes. Et vous voyez que les positions sont extrêmement similaires, avec les jambes de la femme qui passent par-dessus l'homme. On a même la femme qui tient le lit, comme c'est le cas dans le 2e sceau que vous avez en bas, donc. Et les coussins, en tout cas, c'est des scènes extrêmement proches. Concernant donc les activités communes, on a aussi les femmes avec des problèmes, on pourrait dire, de vêtements, avec des femmes agenouillées devant un homme qui tient leurs vêtements. Là, je passe rapidement parce qu'elles sont assez compliquées et ça demanderait beaucoup d'explications. On a aussi des activités sans distinction de sexe, comme jouer de la harpe, du trigonone. C'est le cas par exemple d'une femme sur le sceau de gauche et d'un homme sur le sceau du milieu. On peut d'ailleurs s'amuser au jeu des seules différences entre les deux. On a une femme qui est plus vêtue que l'homme, lui est à demi nu, et la femme est sur une chaise alors que l'homme est sur un rocher. Voilà, bon, ce ne sont que des différences de détails. Et puis la 3e figure que vous avez sur la droite, avec la bague qui provient de l'ouvrage de Furtwängler, un dessin au trait. Vous voyez bien qu'il est difficile à partir de la matrice de se faire une idée du sexe de ce personnage. Bormann, en tout cas, l'identifie comme une femme. Et vous voyez le dessin au trait de Furtwängler qui va dans le même sens. Voilà, moi je préfère ne pas me prononcer. De la même manière, jouer de la cithare ou de la lyre n'est pas discriminant. Vous voyez sur la gauche une femme debout, habillée et jouant de la cithare, donc pas exactement jouant puisqu'elle ne la tient pas. Faut-il y voir une muse? C'est possible. En tout cas, on n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et sur la droite, vous avez un jeune homme qui est lui assis, à demi nu, et qui tient une lyre. Donc, et la lyre et la cithare sont des instruments assez proches pour qu'on y voit d'une proximité des situations. Venons-en aux activités spécifiques. Quelles sont-elles? D'abord, les activités typiquement féminines, c'est-à-dire représentées seulement avec des femmes les accomplissant. On a tout d'abord les femmes se préparant. C'est le cas sur ce sceau de gauche où vous voyez que la femme est assise, habillée, devant un personnage plus petit qui tient un miroir. Et sur le sceau de droite, on a là une scène extrêmement difficile à repérer. Je vous ai mis l'image de Petri qui l'a reproduit, qui est peut-être un peu meilleure, où on a 2 personnages, l'une accroupie et l'autre debout, qui sont identifiés comme des femmes. Et il y en aurait une qui verse de l'eau sur la deuxième, un vase d'eau. Donc on aurait là une scène de femmes qui se lavent. Ces 2 scènes à mettre en lien avec des femmes qui s'habillent, donc la première qui se prépare, ce serait à mettre en lien avec des femmes qui s'habillent, où là vous voyez des femmes qui sont agenouillées et qui se recouvrent d'un vêtement. On a donc
beaucoup de cas. Et de la même manière, la femme qui se lave pourrait être mise en relation avec la femme au bassin, comme c'est le cas dans ces deux seaux. Et vous voyez là un seau double sur la gauche, avec un héron d'un côté et une femme qui se met dans un vêtement et qui est à côté d'un bassin de l'autre côté. Et on reviendra sur le héron tout à l'heure, vous verrez, c'est un animal assez intéressant. Ensuite, on peut avoir des femmes penchées sur un ouvrage. Sur la gauche, on a plutôt la question du tissage, puisque Borman identifie une quenouille pour filer la laine, donc, et un calatos, donc une corbeille à laine. Et sur la droite, une scène d'écriture, c'est ce qu'identifie explicitement Borman avec une tablette. Et cette scène est extrêmement intéressante. Malheureusement, nous n'avons aucun commentaire là-dessus. En tout cas, je n'ai trouvé aucun commentaire par rapport à ce saut précis. Donc je passe un peu plus rapidement pour aborder deux thèmes qui sont les plus intéressants, il me semble. La femme qui jongle. Sur la gauche, on a le dessin au trait, la figure de ce qui se trouve dans Borman, et sur la droite, on a le cachet qu'on peut retrouver dans le catalogue de vente de Sambon et Canessa. Et cette femme est donc assise à demi nue en train de jouer avec deux balles. C'est très proche cette scène de ce qu'on peut trouver sur les vases. Je vous en ai mis 4. Donc une hydrie, 2 lécites et une coupe. Et vous voyez qu'on retrouve cette scène avec une femme assise en train de jongler avec 2, 3 ou 4 balles et qui elle tend les deux mains alors que sur le seau elle tendait qu'une seule main. C'est la seule différence notable qu'on peut voir. Ce qui est très intéressant, c'est cette hydrie a été commentée par Marie Corso dans un livre assez connu d'Odile Cavalier, Fureur et Silence. Et je vous ai reproduit dans l'exemplier la citation. Je ne vais pas la lire en entier, je vous l'ai mis pour que vous puissiez vous la lire de votre côté. Il y a la description de cette hydrie, de cette scène, donc qui est une scène féminine, avec des femmes qui se tiennent avec un miroir, donc une qui jongle, un calatos là encore, donc on est vraiment dans un univers féminin. Et après la description, tout de suite, Marie Corso continue avec cette phrase: confinées dans leurs appartements, les femmes ont un statut particulier à Athènes. La femme ne participe pas à la vie civique et politique de la cité, et elle développe par la suite l'ensemble de cette impossibilité à participer à la vie civique, juridique, etc., etc. Vous voyez donc qu'à partir de cette scène, on pourrait y voir une distinction entre les sexes, un cloisonnement des sexes. C'est à mon avis plus complexe et c'est tout ce que je vais essayer de vous montrer. J'ajoute que quand même on a aussi la même figure sur des monnaies de Terrina, qui est une colonie de Crotone en Calabre, avec une femme ailée qui jongle. Ce que vous pouvez quand même noter, c'est donc cette différence fondamentale, il me semble, avec le seau, puisque la femme est ailée. Il s'agit sûrement d'une nymphe, de la nymphe de Terrina, et c'est une distinction assez notable. On y reviendra par rapport aux monnaies. Et enfin, j'évoque deux cas de jeu, puisqu'on a une femme qui peut jouer avec un bâton. Sur la gauche, là, vous avez une femme qui joue avec un bâton, elle est assise, elle le tient sur la main, et sur la droite, une femme qui joue un bâton avec le pied. Bormann identifie la tige comme évoquant le jeu de la mora, sur lequel je ne reviens pas, mais vous voyez qu'on est bien dans le cadre du jeu. Et enfin, dernier cas important par rapport aux femmes, celui que j'ai appelé la jeune fille au héron. Je trouve que la référence à la peinture hollandaise du XVIIe siècle marche assez bien, puisqu'effectivement il y a plusieurs représentations sur les sceaux de femmes avec un héron, ou une grue selon les identifications. L'exemple le plus beau c'est celui-ci, avec une femme allongée à demi nue, avec un héron en face d'elle, qu'elle caresse selon Bisley, et un insecte volant à côté d'elle que Bormann identifie comme une fourmi volante. D'autres cas de femmes avec des hérons sont à noter. Vous voyez, elles sont toujours debout, qu'elles soient nues, demi-nues ou complètement vêtues, avec un héron sur leur droite, vers laquelle elles tendent leurs mains, soit pour le caresser, comme vous l'avez sur le cas de gauche, soit pour lui donner à manger, donc soit une branche au milieu, ou une espèce de fourmi, d'insecte sur la droite. Ces cas permettent de penser la présence de l'insecte comme nourriture, et ça voudrait dire que la femme nourrit le héron, et ainsi donc qu'il est domestiqué.
On peut d'ailleurs ajouter à cette liste les nombreux cas de hérons, et en particulier de hérons qui mangent, puisque vous le voyez sur ces différents seaux, il peut manger une grenouille, on retrouve encore sur la bague reproduite par Furtwängler manger un insecte, et enfin on a en bas un seau qui provient de l'ouvrage de Gisela Richter, et qui, je vous ai donné l'image agrandie, le héron mangerait un serpent. On voit très bien le bec et le serpent dans le bec. Ça nous permet de revenir au premier saut que j'évoquais, puisque le héron, qui apparaît comme un animal particulièrement vorace, peut-être que la femme pourrait être plutôt le caresser pour être en train de le repousser, en tout cas l'éloigner de cet insecte qui est juste à côté. Vous voyez donc que là, on est vraiment dans un cas de domestication poussée, puisque les femmes peuvent donner à manger au héron, mais peuvent aussi l'empêcher de manger l'animal qui est à côté. Pour avancer, on pourrait détailler la liste des femmes avec un oiseau, je ne m'y arrête pas, et on pourrait aussi développer l'ensemble des cas de hérons. Je vous les ai mis, les hérons sont très nombreux sur les seaux, ils peuvent être debout, ils peuvent aussi être debout sur une seule patte, ils peuvent aussi être en train de voler, même si là les cas sont moins proches du héron puisque le bec est moins grand, et ils peuvent aussi être en majesté, donc les ailes déployées, vous retrouvez le héron qu'on a vu tout à l'heure, et enfin ils peuvent aussi être représentés dans des figures un peu particulières. Donc là, un héron dont le bec forme une flèche avec un arc, et puis un autre avec des bois. Là encore, je ne m'attarde pas. Comment comprendre la présence de ces hérons si nombreux sur les seaux? Peut-être en lien avec l'érotisme, puisque le nom du héron, le mot pour le désigner en grec est hérodios, et c'est l'animal d'Aphrodite. Vous le voyez d'ailleurs sur ce vase, donc un médaillon d'une coupe à figure rouge attribuée à Épidraumos. Le héron est à côté d'une scène érotique, et donc le lien entre les deux est faisable. D'ailleurs, Beazley explique la très grande présence des hérons sur les seaux, avec la citation que vous avez ici. Là aussi, je vous la laisse lire. Il y a 3 possibilités. La première comme d'indication météorologique, la deuxième comme animal d'Aphrodite, et puis la troisième comme animal domestiqué, qui était particulièrement prisé des graveurs parce que ils étaient liés aux personnages qui leur commandaient des sceaux. Je vous avais mis un vase à côté de la citation de Beazley parce que Beazley fait référence à ce vase. On est bien sûr là dans une scène du collier d'Ériphyle, Polynice qui donne le collier àÉriphyle. Beazley affirme que s'il y a un héron sur ce vase, c'est parce que ça permet de figurer une scène d'intérieur, puisque les hérons étant domestiqués, ils étaient à l'intérieur des maisons. Je termine sur ce cas et j'en viens aux activités exclusivement masculines, qui sont beaucoup moins nombreuses. Vous allez le voir et c'est pour ça que je vais bientôt conclure, ne t'inquiète pas, Aimé. Puisque les hommes sont représentés essentiellement dans des activités de type athlétique. Vous avez d'abord sur la gauche un homme se bandant la main, qu'on a vu tout à l'heure, peut-être un boxeur. Vous avez ensuite un athlète debout avec une pioche au centre de l'image, avec une pioche ou une batte à jouer, en tout cas c'est débattu, mais surtout un strigile qu'il tient dans sa main droite. Et puis, là tout à droite, vous avez une bague avec un homme qui tiendrait un strigile dans la main. Voilà, vous l'avez repéré. Et enfin, un individu assis, couronné, donc qui pourrait être un athlète couronné après donc sa performance. Puis enfin, je vous ai mis un cas peut-être plus éloigné, plus complexe, avec un homme qui tiendrait une torche, qui serait en train de courir, et donc peut-être en référence aux lampadédromies, des courses au flambeau. La deuxième type d'activité qu'on voit très liée aux hommes, c'est la conduite de char. Vous avez 4 exemples ici. Donc à chaque fois, il s'agit d'un char à 2 chevaux, donc un bige. Et on pourrait être dans un contexte athlétique pour celui que vous avez en haut à gauche, puisqu'il y a une couronne au-dessus de lui, donc peut-être un char couronné dans les jeux. Pour conclure, après le tour de ces différentes activités, quels sont les traits dominants dégagés? On l'a vu, il y a quelques activités communes, mais il y a aussi des activités bien délimitées entre les hommes et les femmes. Les femmes avec des miroirs, se préparant, se lavant, jouant ou étant avec un héron.
Bref, dans le cadre plutôt de l'oikos. Alors que les hommes, eux, sont la plupart du temps au gymnase, en tout cas en train de faire des activités sportives qui peuvent être liées à l'athlétisme. Si on suit par exemple la perspective dressée par Marie Corso, là on voit une vraie différenciation entre activité féminine et activité masculine. Mais moi ce qui me semble, c'est que la comparaison avec les vases, et on a vu vraiment que les images pouvaient être très très proches, que cette comparaison avec les vases est très éclairante. En effet, les vases sont utilisés dans un contexte aristocratique, et c'est, il me semble, exactement la même chose pour les seaux. Ils sont utilisés par des personnes riches. Donc on est dans le cadre des mêmes personnes qui pourraient utiliser les vases. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout de montrer un style de vie et donc un niveau social. Les sceaux d'époque classique ne sont donc pas analysés avec la grille de lecture de la différence sexuée, mais témoignent de la représentation que se fait d'elle-même la partie de la société la plus élevée. Donc vous voyez qu'on est finalement très proche du thème celebrity qui nous concerne pour cette séance des filles. Et enfin une dernière remarque en ouverture, j'insiste quand même par rapport à cette question des vases. Et il me semble que les sceaux sont souvent étudiés en comparaison avec les monnaies, du fait du petit format, de l'objet rond, de l'idée de reproduction, etc. Mais on voit bien, par ce contexte que je viens de dresser, que cette comparaison n'est pas, à mon avis, opérante. La seule occurrence qu'on a vue, c'est la monnaie de Terrina, et on a vu que la différence était notable. En ouverture, j'évoque juste ce cas-là, où on a encore une femme donc non identifiée sur la poupe d'un bateau, avec une échelle à côté d'elle et un dauphin sur le côté. Donc ça, c'est une bague en or donc, qui permettait de faire des cachets. Et là, on a une monnaie, un tétrobol, d'Oreos, donc Istiaya, au nord-ouest de Loubet, où on a effectivement quelque chose de très proche. Sauf que de la même manière, quand on voit la description de la monnaie, il s'agit d'Istia, donc la nymphe de la cité. Et donc là aussi, on est dans un personnage de type différent.